Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps et directeur de la collection L'âme des peuples aux éditions Nevicata. Quelques nouvelles de notre petite entreprise. Notre émission en public à l'école alsacienne aura lieu le 13 octobre, le dimanche 13 octobre. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Je le dis parce qu'il y a déjà quelques personnes, et même un assez en nombre suffisamment important pour que je l'ai remarqué, qui se sont inscrits. Donc vous pouvez vous inscrire sur notre site. Et je vous signale aussi que le BADA, c'est-à-dire l'enregistrement de nos échanges avec le public dimanche dernier, où nous avons parlé du Brexit, enfin de Boris Johnson, de ses pompes et de ses œuvres et de la réforme de l'éducation, ce BADA est en ligne sur notre site depuis jeudi. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui publie précisément un entretien substantiel avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, entretien enrichi d'une réflexion de Claude Lelièvre sur les particularités de notre baccalauréat et de plusieurs contributions de Manon Polic sur la manière de sanctionner les études secondaires en Suède, en Allemagne et en Italie. Je rappelle que le 3e numéro du trimestriel du 1, Zadig, intitulé « Le travail, pourquoi faire ?» grande question, est toujours en vente et toujours 19 €. À propos d'euros, nous vivons de vos contributions. Vous savez qu'elles peuvent désormais être défiscalisées à hauteur de 66% et la marche à suivre est indiquée sur notre site. Puis-je vous suggérer une contribution mensuelle de 30 € qui ne vous en coûtera que 10 après défiscalisation. Ne la remettez pas à demain, la procrastination est notre ennemi le plus redoutable. Je le sais parce que je rencontre nombre d'auditeurs qui, à ma seule vue, s'écrient « Ah !» Je vais vous soutenir dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, c'est aujourd'hui. N'hésitez pas à interrompre l'écoute de cet enregistrement pour vous rendre sur notre site et cliquer sur l'onglet « Soutenez-nous ». Donc, à tout à l'heure. Nous allons, pendant que vous procédez à cette opération, remercier celles et ceux d'entre vous qui contribuent à la poursuite de notre activité et qui accompagnent très souvent leur contribution de mots de soutien qui nous sont fort agréables. Pour ce qui me concerne, je remercie Didier Morin, Philippe Duboé, Stéphane Robin, Caroline Chen et Sylvain Say. Marc-Olivier Padis. Mes remerciements s'adressent à Franck Grimonpont, Thomas Bideguin, Alice Leroy, Adrien Thébault et Georges Saline. Nicolas Bavrez. Parmi tous ceux qui n'ont pas attendu pour soutenir le Nouvel Esprit Public, je remercie Bruno Jargot, Geoffroy Ira, Olivier Postelvinet, Éric Ceconello et Sophie Denis. Nicole Niesotto. Je remercie Michel Véron, David Jourdan, Denis Bouvier, Roselyne Bachelot et François Montagnon. Richard Verly. Au nom du Nouvel Esprit Public, un grand merci à Nicole Lattès, Jean Debucourt, Aline Dulac, Serge Arstein, Benoît Lavergne. Merci à elle et merci à eux et merci à ceux qui viennent pendant que nous faisions cette litanie, ce qui s'appelait une litanie autrefois dans la liturgie catholique, qui sont allés cliquer sur le lien « Soutenez-nous ». Intéressons-nous maintenant à la situation des réformes et essayons de voir un peu quel point on peut en faire. Dans cette matière, la matière des réformes, le gouvernement a changé de ton et de rythme. Le mot avait d'ailleurs disparu au printemps dernier et c'est une loi de transformation, et non de réforme, du statut de la fonction publique que la majorité a adopté avec le soutien des Républicains avant que le Conseil constitutionnel la valide en août. Pour les chantiers de l'automne, retraite, santé, procréation médicalement assistée, le président et le gouvernement soulignent à l'envi la nécessité de prendre le temps et ou de consulter largement. À propos des retraites,
qui motive aujourd'hui une vaste grève des transports. À propos des retraites, pour la réforme ou la transformation desquelles le gouvernement dispose du rapport Delevoye, qui préconise le remplacement des différents régimes actuels par un régime unique à partir de 2025, à propos des retraites, l'exécutif met en avant la nécessité de recueillir tous les points de vue. Le Premier ministre a reçu les partenaires sociaux la semaine dernière et une consultation citoyenne a été lancée sur le sujet, tandis que le président de la République exprimait son souhait d'une négociation sur le nombre de trimestres de cotisation plutôt que sur l'âge du départ. En matière de santé publique, la loi adoptée en juillet prévoit notamment la fin du numerus clausus dès 2020, la labellisation de 500 à 600 hôpitaux, la création d'un espace numérique de santé et une obligation faite aux internes de passer 6 mois dans les zones à faible densité médicale. Face à la grève des médecins urgentistes, Agnès Buzyn a présenté le 9 septembre un plan d'action qui prévoit notamment une admission directe pour les personnes âgées et une vidéo-assistance dans tous les SAMU, ainsi qu'un recours à la médecine libérale pour désengorger les urgences. Emmanuel Macron avait choisi de retarder le vote de la loi sur la procréation médicale assistée pour ménager les différentes sensibilités et éviter que ne se répètent les manifestations telles que celles que l'on a connues lors de la loi sur le mariage pour tous. Un texte sera soumis au Parlement en septembre. Enfin, le 28 août dernier, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a présenté les 3 projets de loi réformant les institutions. Il prévoit une diminution de 25% du nombre de parlementaires, 433 députés contre 577 et 261 sénateurs contre 348, une limitation à 3 mandats successifs pour un certain nombre d'élus, ainsi qu'une introduction de 20% de proportionnel aux élections législatives, un élargissement des possibilités de convoquer un référendum et l'inscription dans la Constitution du service national et du soutien par la République de toutes les actions en faveur de la biodiversité. Loin des ambitions de campagne d'Emmanuel Macron, l'endettement public a continué d'augmenter rapidement pour frôler les 100% du PIB et la baisse du nombre de fonctionnaires devrait être de l'ordre de 15 000 contre 120 000 annoncés. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Emmanuel Macron, contrairement à Jacques Chirac en 1995, a réussi à préserver le fil de son quinquennat, mais la crise des Gilets jaunes a laissé des traces extrêmement profondes. On peut dire que les Gilets jaunes ont perdu dans la rue, mais qu'en réalité, ils ont gagné politiquement parce qu'ils sont maintenant dans la tête du président et dans l'agenda du gouvernement. Donc, plutôt qu'un acte 2, je crois qu'aujourd'hui s'ouvre un nouveau quinquennat qui est placé sous le signe de la revanche de l'ancien monde sur le nouveau. Pourquoi ? Parce que quand on regarde à la fois le fond et la méthode, donc sur le fond, on s'aperçoit que se remet en place la structure classique du pouvoir politique français pour éviter ou habiller le renoncement à modifier le modèle français qui est au cœur du décrochage du pays. Plusieurs exemples. Donc, première technique, le report ou les réformes différées. Donc, en ce qui concerne la réforme des retraites, aujourd'hui, sous l'idée d'une unification, finalement, la principale chose qui se dessine, c'est que l'État va mettre la main sur les 140 milliards d'euros de réserve des régimes qui étaient excédentaires pour financer les trous des régimes de la fonction publique et des régimes spéciaux qui sont financés à hauteur de 5,5 milliards par an par des fonds publics. La deuxième chose, c'est le recours à l'argent public et l'achat de la paix sociale. Ça, c'est très spectaculaire. Il faut reconnaître que c'est facilité par le fait qu'on a des taux négatifs, ce qui enlève malheureusement tout frein à l'endettement public. Les chiffres sont spectaculaires. À la fin du premier trimestre 2019, la dette publique française a atteint 99,6% du PIB. Donc, on va clairement franchir le seuil des 100%. Effectivement, l'argent public est déversé sur toute une série de catégories. Le plan Gilets jaunes total a coûté entre 22 et 25 milliards d'euros. Et aujourd'hui, on voit que sur la fonction publique, sur l'hôpital et les urgences, d'ailleurs parfois avec de bonnes raisons, mais aujourd'hui, on peut dire que l'hélicoptère monnaie est en route en France et s'est déversé à partir du budget de l'État. La troisième chose, c'est l'abandon, la mise en scène de réformes sociétales
pour habiller l'échec en matière économique et sociale. Et ça, évidemment, c'est la priorité qui est donnée maintenant à la PMA. Et enfin, l'échec intérieur est compensé par l'activisme extérieur, d'où la séquence internationale, Brexit, G7, Russie, médiation avec l'Iran et orchestration de la dénonciation de M. Bolsonaro à propos des feux dans l'Amazonie. L'autre chose, c'est évidemment le changement de méthode. Donc, on avait un président autoritaire avec vraiment la diagonale du pouvoir venant du haut. Aujourd'hui, maintenant, c'est le grand débat permanent. Je rappelle que après donc 18 mois de concertation, on va avoir un grand débat sur la retraite, qu'on a aussi un grand débat sur le climat, un grand débat sur l'insertion professionnelle et maintenant un grand débat sur les pesticides. Donc, on voit qu'on achète du temps. Donc, c'est vrai que c'est un nouveau quinquennat qui s'ouvre et on peut dire finalement que Jupiter s'est transformé en une vaste cellule de soutien psychologique d'une nation éclatée. On est parti en 2017 avec un nouveau De Gaulle et on se retrouve en 2019 avec la réincarnation du docteur Queuille. Nicole Lisotte. Alors, très brillant, mais trop sévère quand même, Nicolas. Non. Moi, d'abord, il faut remarquer que la rentrée se passe sous des auspices relativement favorables. Et donc, on peut espérer le succès des prochaines réformes. D'abord, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est en hausse à 34% contre 28% il y a 6 mois. Le moral des ménages est en hausse systématique depuis 8 mois. Le chômage est le plus bas qu'on n'ait jamais connu depuis très longtemps, 8,5% seulement de chômage. Les élections européennes de mai n'ont pas été la sanction que l'on craignait, au contraire, même si la République En Marche n'a pas été le premier parti dans ces élections, la marge est tellement faible avec le parti de Marine Le Pen on peut le considérer comme un soutien à la politique d'Emmanuel Macron. Et troisièmement, sur le plan de l'ambiance générale en France, souvenez-vous, l'année dernière, à la rentrée, on avait l'affaire Benalla, l'affaire Nicolas Hulot. Aujourd'hui, on a une rentrée beaucoup plus cool. Donc, je trouve que l'ambiance générale du pays est plutôt calme et plutôt favorable à des réformes. Alors, deuxièmement, on oublie souvent qu'Emmanuel Macron a mis en œuvre 2 réformes qui ont très bien marché et qui sont passées sous silence. Premièrement, la réforme de l'impôt à la source, qui s'est quand même très très bien passée, et donc voilà, il faut le reconnaître, et la réforme de l'enseignement, aussi bien l'enseignement primaire que celle du bac. Alors, c'était très chahuté l'année dernière, aujourd'hui, je crois que c'est relativement gagné, donc voilà. Le contexte est favorable, mais je suis effectivement d'accord sur un point avec Nicolas, que ce contexte favorable ne doit pas faire oublier 2 renoncements. Le président de la République a renoncé premièrement à l'assainissement des finances publiques, avec effectivement les 17 milliards qu'il a été obligé de verser pour résoudre la crise des Gilets jaunes. Et deuxièmement, le renoncement également à rentrer dans les clous de Maastricht, puisque la dette française aujourd'hui est très très proche de 100% du PIB contre les 60% qui devrait être la règle. Mais est-ce que ce renoncement à rentrer dans les clous de Maastricht est si scandaleux? Est-ce qu'il ne faudrait quand même pas un jour s'interroger sur la politique de rigueur et d'austérité imposée à toute l'Europe depuis plus de 10 ans, depuis 2008, au nom du respect des critères de Maastricht? Alors, le gouvernement ne le fait pas, mais je trouve quand même qu'il devrait y avoir une réflexion, j'espère que la prochaine commission le fera, sur cette espèce de tout technocratique monétaire par rapport à un tout social qui devrait quand même avoir plus d'écho dans notre pays. Dernier point, enfin, sur le changement de méthode. Moi, j'applaudis au changement de méthode. Et si c'est un des effets positifs des Gilets jaunes, alors j'applaudis aux Gilets jaunes. Il était temps quand même que ce pays soit gouverné en prenant un tout petit peu la vie des citoyens. Alors, je suis d'accord qu'il ne faut pas tomber dans le débat permanent avec une espèce de mise en scène systématique des réflexions du président de la République, mais je pense que ça correspond à une façon moderne de gérer la République, que les citoyens le souhaitent, et en particulier sur les retraites, qui est quand même le gros chantier du reste du quinquennat d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il serait effectivement, il est sage et utile de consulter les citoyens.
D'ailleurs, le Premier ministre a parlé de co-construction. Il a repoussé le calendrier après les élections municipales. Et même chose sur la loi éthique, sur la progression médicalement assistée, où même les cultes ont été consultés. Donc il y a cet effort, effectivement, de faire du consensus préventif. Et je crois que c'est une bonne chose. Sur le fond, la vraie bombe à retardement, je crois, c'est la question des fonctionnaires. Parce qu'ils sont touchés de deux façons, par la réforme du statut de la fonction publique qui est passée comme une loi en juillet 2019. Ils seront touchés par l'abandon du régime spécial de la retraite de la fonction publique. C'est quand même 5,5 millions de gens. Et là, il y a une véritable bombe à retardement. C'est peut-être pour ça que le dernier renoncement d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le fait de ne pas vouloir supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, peut trouver une explication politique. Marc-Olivier Padis. Oui, je suis assez d'accord avec Nicole. Je pense que la bonne question qu'a posée Nicolas Bavrez, c'est où est le fil du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et effectivement, je pense qu'il n'a pas perdu le fil, alors qu'il est passé par des difficultés quand même sensibles l'année dernière et qu'il risquait vraiment le blocage. Et donc, sa difficulté, c'est de continuer à montrer aujourd'hui qu'il a une véritable ambition réformatrice, parce que sa campagne électorale a été menée sur ce thème-là, et lui-même a la conviction qu'il a gagné ces élections parce qu'il avait ce discours optimiste de transformation de la France, de modernisation, et ainsi de suite. Et c'est vrai que dans les projets de loi qui sont proposés, à chaque fois, il y a une multitude de petites mesures qui font que ces projets de loi sont difficiles à décrypter, à lire et aussi à critiquer, parce qu'on n'arrive pas à bien saisir les angles. Alors, je suis quand même pas du tout d'accord avec Nicolas pour dire échec en matière économique et sociale. La situation est quand même pas si dramatique. Nicole a rappelé quand même quelques chiffres. On a été moins performant que certains de nos voisins ces dernières années, mais quand on voit le ralentissement mondial, le ralentissement allemand, l'Allemagne est pratiquement en récession, etc., on s'en sort pas si mal. Alors, pour revenir simplement sur la question des retraites, la question c'est donc le gouvernement peut-il mener une réforme ambitieuse en la matière ? Il faut rappeler que finalement, son objectif, ce n'est pas de changer les paramètres financiers, parce que ça, il y a eu déjà plusieurs séries de réformes qui permettent de viser un équilibre qui n'est pas pour tout de suite, mais qui est quand même en perspective, et qu'on a étalé les efforts par génération, par classe d'âge, et que, en fait, l'équilibre est en vue, malgré un bras de fer qui a eu lieu au printemps dernier entre Bercy et Delevoye, où Bercy disait non, la priorité, c'est le retour rapide à l'équilibre, et Delevoye a dit non, ça, on ne s'était pas engagé là-dessus. Sur quoi Emmanuel Macron s'était-il engagé pendant la campagne ? C'était une réforme justement sur l'organisation du système de retraite et l'uniformisation pour garantir une véritable universalité avec, disons, la formule qui résume l'objectif, qui est de dire, pour chaque euro cotisé, les mêmes droits pour tous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et en fait, bon, il y a un objectif de justice dans cette affirmation, mais il y a aussi un problème de lisibilité, c'est-à-dire que notre système de retraite risque aujourd'hui, son principal risque est moins financier, dans le fond, qu'un risque de confiance. C'est-à-dire, est-ce que les gens adhèrent encore suffisamment à ce système en se disant, oui, ça tient la route. Avec 42 régimes, les gens ont le sentiment de quelque chose qui est difficile à comprendre, qui a sans doute des effets d'inégalité qui sont liés à ça. Alors, c'est intéressant dans le débat actuel, parce qu'on entend par exemple Force ouvrière, qui évidemment défend le système tel qu'il existe aujourd'hui, dire ces 42 régimes garantissent l'universalité. Alors, c'est comme gymnastique intellectuelle, c'est assez intéressant parce que dans le fond, c'est une définition bien française en réalité de l'universalisme, c'est-à-dire c'est un égalitarisme différencié où la généralité est le résultat
de la variété des dispositifs. Enfin, en d'autres termes, c'est un universalisme corporatiste. C'est comme ça que c'est une sorte de voie française vers l'universalité. Mais dans le fond, c'est peut-être ça la vérité du système social français, c'est-à-dire c'est une certaine complexité dans le détail, c'est-à-dire l'universalité comme objectif, et puis après une espèce de montage avec des héritages anciens, des choses très vieilles. Et donc on peut se demander, est-ce qu'il faut vraiment mettre le pays en état de choc pour changer un système qui, dans le fond, marche pas si mal? Si on regarde les résultats de notre système de retraite, aujourd'hui le niveau de vie moyen des retraités est égal ou légèrement supérieur au niveau de vie moyen des actifs, et c'est un accomplissement qui n'a aucun équivalent dans l'histoire française et qui a peu d'équivalent chez nos voisins. Alors on dit toujours, bien sûr, mais il y a aussi des petites retraites, il y a des retraités qui sont pauvres, c'est tout à fait vrai, et il faut s'en occuper, mais il y a aussi des jeunes actifs qui sont pauvres, et si on ne s'occupe pas des jeunes actifs qui sont pauvres, on fabrique des retraités pauvres de demain. Donc il faut prendre en compte tout le monde. Donc, en fait, le système ne marche pas mal, l'équilibre est en vue, le niveau de vie des retraités est convenable, mais le point faible, me semble-t-il, c'est que tout le monde est convaincu du contraire. C'est-à-dire que tout le monde est convaincu que ça ne marche pas et que le système est au bord de l'effondrement, alors qu'en réalité, il est robuste et qu'il parvient à ses objectifs assignés. C'est pour ça que je dis que le problème essentiel, c'est un problème de confiance aujourd'hui, et ça justifie, là pour le coup, la retraite. C'est-à-dire que, enfin, la réforme, pardon. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les Français aient le sentiment que leur système de retraite va fonctionner pour les décennies qui viennent, et qu'ils peuvent vraiment s'appuyer dessus. Et de ce point de vue-là, je pense que ça justifie largement le temps de la concertation qui reste ouvert. Juste un mot en réaction à ce que disait Nicole Lisetto. Il y a quelques jours est mort le créateur d'un mini-programme qui est connu de tous les Françaises et Français de plus de 50 ans, c'était Bonne nuit les petits. Et je me demande si tous ces discours sur la concertation ne relèvent pas de ce genre de conte bleu pour enfants, Bonne nuit les petits. Je dis ça parce que comment est-ce qu'on peut croire à l'écoute et à la concertation dont parlait Nicole quand on voit comment cette écoute et cette concertation n'existent pas dans la propre formation politique du président, et comment encore récemment, à propos des élections municipales à Paris, il y a une quarantaine de membres de la hiérarchie ou de l'appareil ou des élus de En Marche ont décidé de soutenir le candidat qui n'est pas celui qui a été clairement désigné. Enfin, c'était un candidat officiel à la manière de Napoléon III et du Second Empire. Donc voilà, ça m'a rappelé une situation, je connaissais bien rue de Bretagne, une commerçante italienne de fruits et de primeurs, qui était une femme charmante, comme je baragouine l'italien, on avait fini par créer une relation, et puis il y a eu des travaux, c'était la précédente municipalité, qui ont complètement bouleversé la rue en question, et cette dame se lamentait parce qu'elle perdait sa clientèle de manière vraiment spectaculaire, et ça allait s'aggraver quand les travaux seraient finis. Je lui ai dit, mais peut-être on peut encore parler avec la mairie, vous pouvez peut-être encore faire valoir quelque chose. Elle m'a dit, monsieur Meyer, non, ce n'est pas possible, on a été concerté. Richard Verly. D'abord, une réaction à ce que vient de dire Marc-Olivier. J'ai quand même de la peine à entendre, avec un peu de recul extérieur et étranger, la formule selon laquelle le système de retraite français finalement fonctionne, est robuste et n'a pas besoin d'être réformé. Il me semble quand même qu'il y a des problèmes structurels, à commencer par une question, mais il est vrai qu'on ne la pose pas souvent en France, c'est qui paye, qui pourra continuer de payer et pourra-t-on continuer de payer? Je pense que ça, c'est quand même une question. Je ne dis pas que la réponse est négative. Je dis juste que, à l'aune de toutes les réformes, il faut quand même avoir cette question en tête. Et il me semble quand même que pendant la campagne électorale, certes, Emmanuel Macron s'était engagé sur une réforme, comme vous l'avez très bien expliqué, des structures, sur une convergence des régimes, mais derrière la convergence des régimes, il y avait quand même une idée de rationalité économique, c'est-à-dire que ça coûte moins cher et que ça permette de stabiliser un système en réalité quand même très dépensier et difficile à assumer dans un État très endetté, voire surendetté, qu'est la France. Ça, c'était juste sur l'aspect des retraites. Pour ce qui est de la concertation et des concertations à répétition, alors pour le coup, je serai un peu plus nuancé. Moi, je pense qu'il y a une formule qui existe dans la langue française qui s'appelle la méthode Coué. C'est ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire. Et c'est peut-être pas idiot.
C'est-à-dire, ça consiste, à force de répéter le message, au travers de toutes les concertations, débats ou autres grands débats, à faire passer, à infuser l'idée que de toute manière, il n'a pas d'autre horizon que de réformer ce pays. Alors bien évidemment, vous savez, c'est comme quand on infuse le thé, ça prend du temps, c'est pas immédiat, mais ça peut marcher. Et cette méthode Coué, c'est quand même quelque chose qui marche assez bien en France en général. À force de répéter, les gens finissent par se dire que oui, il y aura une transformation nécessaire et que ce pays doit se transformer. Donc là, de ce point de vue, c'est peut-être un changement de rythme. On peut le reprocher à Emmanuel Macron. Il n'est plus le cavalier fou des débuts du quinquennat, mais il me semble que la direction affichée reste quand même toujours la même. Maintenant, j'en reviens à ce qu'il avait dit pendant la campagne. D'abord, n'oublions quand même pas que ce système du quinquennat divise votre présidence en deux. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait dit. Il avait toujours dit « j'aurai 18 mois pour réformer ». Reprenez les déclarations, j'ai regardé ce qu'il avait dit pendant la campagne. Eh bien, les 18 mois sont passés. Les gilets jaunes, il les a pris dans la figure. Eh bien, maintenant, ça y est, il est au fond dans un début de nouvelle campagne pour le deuxième quinquennat. Ça me semble clair. C'est presque la loi des institutions. On peut le regretter, ou alors il faudrait qu'il fasse preuve d'un courage extraordinaire qui consiste à dire « je ne me représenterai pas ». Et dans ce cas, je vais utiliser la deuxième partie de mon quinquennat pour continuer à réformer. Il me semble qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas le choix qu'il est en train de prendre. Donc il y a cette loi des reins des institutions françaises, qui est en train de s'appliquer à Emmanuel Macron, mais qui coïncide, me semble-t-il, avec aussi deux éléments. Et c'est pour ça que je nuancerai, je dirais, l'aspect négatif, on reporte, etc., du grand débat. D'abord, Emmanuel Macron est fondamentalement convaincu que le changement en France sera générationnel. C'est-à-dire que les Français qui vont changer ce pays et qui vont transformer ce pays sont ceux qui ont son âge, pour faire simple, c'est-à-dire les quadragénaires. Les autres, ils sont rétifs à la réforme, ce sera très difficile, donc de toute manière, il faut en quelque sorte les accompagner, leur mettre la pression, mais c'est pas sur eux qu'on peut compter pour changer le pays. Donc ça, je crois que c'est sa vision fondamentale. La deuxième chose, c'est qu'il est fondamentalement convaincu, et il le répète, que la réforme, elle passe d'abord par la responsabilisation des Français. Il l'a dit pendant sa conférence de presse, celle qu'il avait tenue à l'Élysée. Eh bien, c'est pareil, c'est cette idée que les Français individuellement doivent accepter de changer. Bref, quelqu'un a parlé d'accompagnement psychologique. Moi, je crois que c'est un accompagnement quasi thérapeutique. On a maintenant un grand thérapeute à l'Élysée, mais dans un pays qui aime tellement la psychanalyse, finalement, ça me paraît assez normal. La méthode Coué, c'est aussi la méthode Cueil. Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne contribue à terme, disait-il, à résoudre. Nicolas Bavrez. Quelques observations ou réponses rapides à ce qui a été dit. D'abord, situation de l'économie française. D'un point de vue conjoncturel, ça va pas si mal, c'est tout à fait vrai, mais ça va pas si mal parce que le taux d'ouverture de l'économie française, en fait, est inférieur à celui de ses voisins. Donc, comme la croissance mondiale ralentit à cause de la guerre commerciale, notre taux d'ouverture, c'est 30%, celui de l'Allemagne, c'est 47%. Donc, effectivement, l'Allemagne va aller en récession pour cette raison. La France est un peu protégée. Mais quand on regarde les chiffres de fond, le modèle français reste parfaitement insoutenable. C'est 1,3% de croissance, 8,5% de chômage. Je rappelle que c'est le pire chiffre en dehors de celui de l'Italie par rapport à tous les grands pays développés. Déficit commercial 2,2% du PIB, déficit public 3,2% du PIB, dette publique 100% du PIB. Ça, on peut le prendre de quelque manière que ce soit. Quand on génère 1% de croissance avec 3% de déficit et 100% de dette publique, ça ne peut pas fonctionner à terme. Donc, la réforme du modèle français, elle reste totalement à faire. Deuxième observation sur la retraite, c'est vrai que non, le régime de retraite n'est pas soutenable en l'état. Les travaux du corps montrent que sur la base de 1% de gain de productivité par an, c'est ce qu'on a eu depuis 20 ans, et c'est plutôt optimiste par rapport à ce qu'on a en ce moment, puisqu'en ce moment c'est zéro. Le système génère un besoin de financement, donc un déficit de 1% du PIB par an. Et 1% du PIB sur 14% de retraite, c'est quand même extrêmement significatif. Sur la dépense, là où je suis d'accord, c'est que les critères de Maastricht en eux-mêmes n'ont pas une grande...
comme tout dogme, ça doit être questionné. Le problème, c'est de savoir pourquoi on ne les respecte pas. Donc d'abord, c'est aberrant de ne pas les respecter dans une période de conjoncture haute. Et la deuxième chose, c'est que on ne dépense pas pour investir. Aujourd'hui, la recherche en termes de pourcentage du PIB, elle baisse. Donc, on dépense pour ce qu'on a toujours fait, c'est acheter de la paix sociale. On dépense pour alimenter la mécanique infernale des 34% du PIB de transferts sociaux. On n'investit pas, on n'innove pas. Et donc, et par ailleurs, tant qu'on n'a pas réformé l'État, là encore, qui est le cœur du système, et ça, c'est le renoncement majeur, rien sur la dépense publique, rien sur la fonction publique, on ne peut pas redresser le pays. Et finalement, c'est la dernière observation, c'est que Emmanuel Macron est quand même en échec sur les deux axes majeurs de son quinquennat, qui étaient la réforme du modèle français. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de réforme, mais le modèle, lui, il n'est pas touché. Et la deuxième chose, alors ça, c'est pas sa responsabilité, mais c'est plutôt celle de l'Allemagne, c'est-à-dire que la remise en route de l'Union européenne et de la zone euro, ça, c'est complètement à l'arrêt à cause de la paralysie de l'Allemagne et Mme Merkel. Et du coup, politiquement, il y a quand même une grande difficulté, c'est que le vrai fil conducteur du quinquennat, ça reste l'extrême personnalisation du pouvoir, l'extrême solitude du président et sa surexposition. Et c'est là qu'est le plus gros risque politique aujourd'hui pour lui quand le dénouement va arriver parce qu'à chaque crise, il s'en sort en se surexposant un peu davantage. Marc-Olivier Padis. Et deux mots très rapides pour, disons, dire mes réserves. À nouveau, dire que notre modèle est insoutenable, ça me semble dramatiser inutilement la situation. Du point de vue des retraites, la question, c'est l'équilibre démographique. Est-ce qu'il y a suffisamment d'actifs pour payer les retraites des inactifs? Et on est évidemment, l'équilibre est difficile à trouver, mais il n'est pas impossible par rapport à des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui ne fait plus d'enfants depuis 20 ans, oui, où le nombre d'actifs diminue à une vitesse vertigineuse. Et je ne parle pas des pays qui perdent de la population, comme beaucoup de pays de l'Est, où les jeunes s'en vont, les diplômés s'en vont, etc. On n'est pas du tout dans cette situation. Donc, il y a des ajustements budgétaires, des équilibres, mais ça, c'est pas l'essentiel. Et deuxième point très rapide sur ce que disait Richard, je ne comprends pas ce que ça veut dire un système très dépensier en ce qui concerne les retraites. Les retraites, c'est une caisse, les gens cotisent et ils reçoivent un revenu. Donc un système très dépensier, ça veut dire que c'est du revenu qui va vers les retraités. Où est le problème ? Richard Verly. Alors, j'ai quand même l'impression que le problème, c'est que les revenus qui rentrent dans les caisses à programmer sont quand même inférieurs à ce qui sort. Et le système, il est ainsi fait qu'il oblige à ramener, à trouver de l'argent en plus de ce que produisent les actifs. Et donc là, c'est le problème central. Si effectivement, on pouvait tracer une ligne un peu près crédible sur le fait que ce sont les actifs qui vont générer les retraites de demain et que ça marche, je suis d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, en France, ce n'est pas le cas. Il y a une divergence entre la courbe des retraites et la courbe, je dirais, des cotisations apportées par les actifs. Donc, encore une fois, qui va payer et où trouve-t-on l'argent ? C'est sur cette question que nous allons passer à un autre sujet, sur cette question qui n'est pas sans importance, et nous allons nous intéresser à la transformation, la modification des relations entre la France et la Russie. Le 9 septembre, les ministres des Affaires étrangères français et russes se sont rencontrés à Moscou, une première depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Le 19 août dernier, Emmanuel Macron avait accueilli Vladimir Poutine à Brégançon, à la veille du G7, dont son pays est exclu depuis 2014, et bien qu'opposé à la réintégration de la Russie, le président de la République française a semblé ces dernières semaines amorcer un réchauffement des relations diplomatiques avec elle en affirmant situer cette relation dans le temps long. Les raisons de la mésentente diplomatique entre la France et de manière générale entre l'Europe et la Russie sont multiples, particulièrement depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et le soutien aux séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Les tentatives d'assassinat russe et notamment l'affaire Skripal en 2018 sur le sol britannique ont contribué encore à leur détérioration. Autre sujet de tension, la Russie soutient les opérations militaires de Bachar el-Assad contre son opposition sous couvert de lutte contre l'État islamique. Sur la scène intérieure, la Russie est régulièrement accusée de violer les droits de l'homme et notamment les libertés politiques de ses opposants. Elle pointe à la
44e place de l'indice de démocratie de The Economist Group. Au cours des dernières années, les sanctions économiques et diplomatiques prises par l'Union européenne et approuvées par la France ont contribué à la diminution de 10% du niveau de vie de la population. Les relations avec les États-Unis ont été marquées par une tentative de redémarrage décidée par le président Obama au début de son premier mandat, mais elle s'est heurtée à une opposition russe dans tous les dossiers internationaux. Enfin, l'élection de Volodymyr Zelensky en Ukraine au début d'année a contribué au réchauffement des relations diplomatiques de ce pays avec son voisin russe et s'est concrétisé samedi 7 septembre par un échange de prisonniers. Du côté français, Emmanuel Macron a annoncé souhaiter une Europe allant de Lisbonne à Vladivostok et chercher un rapprochement avec la Russie afin d'améliorer la coopération et d'encourager une amélioration des droits de l'homme. En juin dernier, la France a voté en faveur d'une réintégration de la Russie dans le Conseil de l'Europe, réintégration qui a été accueillie comme une victoire par Vladimir Poutine. Sur cette question, Nicole Nisotto. Alors, l'inflexion qu'Emmanuel Macron donne à la politique russe de la France n'est pas une vraie surprise et il n'est pas le seul à donner cette inflexion. Déjà l'année dernière, en 2018, à la conférence des ambassadeurs, il avait dit qu'il fallait penser à une nouvelle architecture européenne de sécurité. Donc c'était déjà dans sa tête. En juin, vous l'avez dit Philippe, en juin de cette année, le Conseil de l'Europe a levé toutes les sanctions à l'égard de la Russie et réintégré le pays dans l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Trump lui-même, avant d'arriver au G7, avait dit qu'il regrettait l'absence de la Russie et qu'il serait temps de refaire un nouveau G8. Et donc, on voit bien qu'il y a une évolution internationale, pas simplement du président de la République, en faveur de quelque chose de différent à l'égard de la Russie et d'une espèce d'impossibilité de continuer dans un immobilisme qu'on a connu depuis 2014. Deuxièmement, ça n'est pas un tournant à 180 degrés de la politique française. Je crois que là, Emmanuel Macron rejoint la tradition, la plus pure tradition historique de la France à l'égard de la Russie. La France a toujours combiné une politique de long terme, une espèce de vision globale, généreuse de la Russie comme puissance européenne avec laquelle il faut avoir des relations. C'était pour De Gaulle de l'Atlantique à l'Oural, c'était pour Mitterrand qui avait refusé la maison commune de Gorbatchev, mais il avait proposé la Confédération européenne, et Emmanuel Macron parle d'une architecture de sécurité et de confiance avec la Russie. Donc c'est la grande tradition française qui avait toujours cette vision globale et en même temps une politique de court terme beaucoup plus dure, respectant les sanctions, parce que la politique russe a rarement été à l'égard des Européens une politique amicale. Et donc il rejoint simplement la tradition française. Alors maintenant, là, on peut se poser effectivement la question, pourquoi maintenant ? Quels sont les facteurs favorables à cette évolution ? Je crois qu'il y a d'abord une analyse inquiète de l'environnement stratégique autour de l'Europe, alors évidemment la Russie, mais également le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Iran, Hong Kong. Il y a toute une dégradation de l'environnement stratégique et l'analyse étant, la Russie peut être utile sur certains dossiers. Elle est responsable des crises en Europe, mais elle peut être un partenaire sur certains dossiers, en particulier sur l'Iran. Deuxièmement, il y a la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui a comme slogan « En marche ». Donc on n'imagine pas qu'il puisse se satisfaire longtemps d'un immobilisme à l'égard de la Russie. Tout bouge dans le monde sauf la relation avec la Russie. Ça paraît un peu contradictoire. Il y a aussi l'opportunité institutionnelle. La France a cette année la présidence du G7 et l'année prochaine, elle aura la présidence du Conseil de l'Europe. Et donc il faut vraiment qu'il y ait des acquis, des atouts, des résultats dans ces présidences françaises. Il y a aussi, je crois, plus profondément la faiblesse, voire les échecs diplomatiques de la France. Au début de son mandat, Emmanuel Macron avait essayé une grande politique sur le Moyen-Orient, sur le conflit israélo-palestinien, avec une grande conférence de Paris en décembre 2017 qui a été un fiasco total. Ensuite, la France a subi effectivement quelques revers. Elle n'est pas présente diplomatiquement sur la Syrie, sur le Yémen, on est très gêné. Et donc, il reste deux dossiers sur lesquels la France, mais Emmanuel Macron peut faire une percée, c'est l'Iran effectivement, et il essaye de maintenir l'accord de 2015 et d'empêcher Trump d'aller trop loin dans ses agressivités à l'égard de l'Iran, et peut-être la Russie, parce que là, ça dépend vraiment des Européens. Et en cela, je trouve qu'il a parfaitement raison. Et donc,
Et puis il y a le dernier argument qui dit que la Russie est faible, ce que je ne crois pas beaucoup, et qu'il faut éviter de la laisser aller vers la Chine et donc de récupérer la Russie avant qu'elle ne devienne un allié pro-chinois. Cet argument, on le trouve un peu partout. Je doute que la Russie ait envie de se mettre dans les mains de la Chine. Le problème, où est le problème? Il y en a deux. Je crois qu'Emmanuel Macron, sur le fond, a raison de sortir de cet immobilisme anti-russe. Mais il y a quand même deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il le fait seul et qu'il y a une vraie contradiction entre revendiquer une souveraineté européenne, une Europe puissance, une politique étrangère de l'Union européenne et de faire toute seule un changement, mais vraiment radical à l'égard de la Russie. Alors vous me direz, l'Europe n'existe pas, Madame Mogherini est en fin de mandat, il n'y avait pas de gouvernement italien au mois d'août, le Brexit, les Anglais sont out, Madame Merkel est très affaiblie, donc il l'a fait seul parce qu'il est tout seul. Mais enfin, quand même, là, je trouve qu'il y a une vraie faute dans la politique européenne de la France de ne pas avoir essayé au moins d'avertir les Européens. Et le risque, c'est qu'il remplace, qu'il instaure une politique de confiance avec les Russes et une politique de défiance avec les Polonais. Et le deuxième risque, je termine là-dessus, c'est qu'il n'y ait aucun résultat. C'est que Poutine engrange cela, mais ne donne rien. Mais ça, on le verra d'ici quelques mois. Richard Verly? Je pense qu'Emmanuel Macron, qui, comme on le sait, il l'a montré au G7, accorde beaucoup d'importance à la relation personnelle. On l'a vu avec Trump. Il a quand même tiré un double constat. Le premier, c'est que quand il est autour de la table face à Donald Trump, Xi Jinping, le Chinois, ou Vladimir Poutine, eh bien finalement, celui avec lequel il est peut-être le plus simple de dialoguer, de travailler, c'est Vladimir Poutine. Parce que le Chinois, finalement, on n'arrive pas véritablement à cerner le pouvoir chinois aujourd'hui et à cerner, et les objectifs de Xi Jinping affichés sont extrêmement nationalistes et inquiétants pour la stabilité du Pacifique et au-delà pour la rivalité avec l'Occident. Donald Trump, on va pas revenir sur le sujet, ça peut changer quasiment d'un jour à l'autre, y compris dans son entourage. Donc je crois qu'Emmanuel Macron a réalisé face à Vladimir Poutine, et c'est là où je voudrais faire une petite nuance. Je ne suis pas sûr que Emmanuel Macron lui-même ait une politique russe, mais il a une politique vis-à-vis de Poutine. Il a réalisé que Poutine a, au fond, il est prévisible. Ce qui est quand même pas mal quand, de l'autre côté, vous avez un Trump qui peut à tout moment changer de braquet et faire un virage à 180 degrés. Poutine peut être utile. Il l'a montré, disons-le clairement, sur la Syrie, mais aussi sur des théâtres plus éloignés dont on parle peu. La Centrafrique, par exemple, eh bien, la Russie s'y est installée, des mercenaires russes s'y sont installés, dans une arrière-cour traditionnellement française. Et comme par hasard, ça s'est joué en coulisses, ça s'est joué sûrement de manière brutale, eh bien, les accords de paix avec les groupes armés ont pu progresser. Donc, de fait, Vladimir Poutine peut être utile. Et enfin, Vladimir Poutine peut être nuisible et dangereux. Donc, on a quand même intérêt à ne pas l'avoir contre soi. Or, il y a peut-être de la part d'Emmanuel Macron, et c'est pour ça que je voudrais vraiment me cantonner à l'analyse du personnage Poutine, je pense qu'Emmanuel Macron croit que Vladimir Poutine peut lâcher les populistes européens. Vladimir Poutine, qui est un pragmatique féroce et sans merci, est en train de se rendre compte que ses alliés, ses amis populistes, les Salvini, même Marine Le Pen en France et tous les autres, eh bien, ne réussissent pas. Ils sont confrontés à une espèce de mur trop qu'ils n'arrivent pas à surmonter, d'opprobre électoral. Et Emmanuel Macron mise sur le réalisme du maître du Kremlin en se disant que finalement quelque chose est possible parce que, et Nicole vient de le dire, parce qu'il y a ce sentiment dans la diplomatie française. D'abord, il y a cette ancienne amitié, cette ancienne orientation, et il y a cette conviction que de toute façon, la Russie ne se tournera jamais vers la Chine parce que le destin de la Russie et le destin des Russes tels qu'ils se conçoivent, c'est un destin européen. Marc-Olivier Badis. Alors, Richard Verly a bien résumé les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a des raisons de développer cette nouvelle stratégie. Et donc, je vais juste me concentrer sur 4 questions à partir de là. On dit effectivement, il y a une opportunité pour ouvrir le dialogue. Je suis d'accord aussi avec ce qu'a dit Nicole. 4 questions. La première, c'est la Russie cherche-t-elle des alliés ? C'est pas évident. C'est-à-dire quand on voit comment nos ministres ont été reçus à Moscou, ils ont vraiment montré qu'ils y mettaient de la mauvaise volonté. On peut poser la question autrement. Une puissance impériale a-t-elle des alliés ?
question qui restera ouverte. Deuxièmement, la question, la Russie est-elle européenne? Justement, ce que disait Richard, Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises, pour moi, la Russie est profondément européenne. Il a cité Dostoïevski, etc. Bon, on connaît le débat très ancien en Russie entre occidentalistes et slavophiles, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que Poutine, lui, a donné une réponse. Il a dit la Russie n'est pas européenne, elle est euro-asiatique. C'est-à-dire qu'il voit la Russie comme un pont entre l'Europe et l'Asie. Et donc, un pont où il lâche aucune des deux côtés. Il veut avoir une stratégie vis-à-vis de l'Asie et tout le monde sent bien qu'il y a une dynamique historique de ce côté-là. Et donc, c'est un peu se raconter des histoires de la part d'Emmanuel Macron de s'arrêter à ça. On voit très bien que la stratégie aujourd'hui russe, elle est mondiale. Vous avez parlé de la Centrafrique, la Syrie. Ils veulent être sur tous les dossiers. Ils veulent être une puissance mondiale. Troisièmement, quelle est la stratégie de Poutine? On a très bien vu à l'œuvre en Crimée, sur le Donbass, en Syrie. On en a beaucoup discuté entre nous et finalement, l'idée pour moi qui ressort, c'est que Poutine est quelqu'un qui joue des coups. C'est un tacticien à court terme. Il n'a pas de vision de long terme, etc. Quand il saisit une occasion, il peut être très mobile et il la prend. Et donc, ce côté civilisationnel d'Emmanuel Macron en disant, voilà, on va donner un cadre de long terme en s'ancrant dans l'histoire, etc. Tout ça, ça n'intéresse pas Poutine. Poutine, il va faire des petits coups. Si demain, il a un petit coup qui lui permet de rouler Emmanuel Macron dans la farine, il le fera, même si ça met en cause une vision de plus long terme. Ça, j'en suis persuadé. Quatrième question, c'est celle qu'a posée Nicole, et je rejoins tout à fait, c'est comment cette stratégie russe s'accorde-t-elle avec le projet européen de souveraineté européenne? Là, on ne voit pas très bien. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a aujourd'hui l'opportunité d'avoir une position de leader en Europe, parce que Nicole a dit la situation des autres pays, mais ça, ce n'est pas possible en braquant les pays qui, comme la Pologne ou les pays baltes, craignent, à juste titre, l'activisme russe dans la région. Et donc là, ça grince quand même beaucoup entre cette stratégie russe et la stratégie européenne. Il n'y a pas de convergence spontanée. Nicolas Bavrez. Je voudrais repartir effectivement du chemin impressionnant qui a été parcouru. Le point de départ, il faut quand même le rappeler, c'est l'intervention de la Russie dans la campagne présidentielle française, avec le financement de Marine Le Pen et le piratage du site de la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, c'est vrai que on a une espèce les trois coups. Brégançon, 19 août, la rencontre, la visite de Monsieur Le Drian et Madame Parly à Moscou le 9 septembre, et normalement un sommet sur l'Ukraine à Paris avant la fin du mois de septembre. Donc ça montre le chemin qui a été parcouru. Alors on a beaucoup parlé effectivement il faut regarder d'abord l'intérêt des deux dirigeants. Bon, pour Emmanuel Macron, ça a été largement dit, le problème des Gilets jaunes, le problème du blocage de la refondation de l'Europe et la relation particulière qu'il a essayé de nouer avec Trump qui a avorté. Donc la Russie fait clairement partie des axes possibles et des marges de manœuvre sur le plan diplomatique. Côté Poutine, on en a peu parlé, mais ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Il faut d'abord rappeler que apparemment, le pouvoir russe est très solide. Donc, Vladimir Poutine a été élu par 77% des voix en 2018 pour un 4e mandat officiel, un 5e mandat réel, puisqu'il est au pouvoir depuis 1999. Quand on regarde la percée diplomatique et le retour en force de la Russie sur la scène internationale, c'est impressionnant. Sur le plan militaire, il y a l'Ukraine. Maintenant, c'est la Russie qui a les clés de tout le Moyen-Orient. Et il y a le projet d'un monde post-occidental et l'idée que la démocratie est obsolète. Et ça, c'est quand même une vraie ligne de force. Et par ailleurs, ça a un écho profond qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais en face de ça, on a un pays qui est sinistré démographiquement. La Russie a perdu 7 millions d'actifs en 10 ans. Donc, c'est pas rien. Une économie qui est devenue complètement marginale, c'est le 12e de l'économie de la Chine. C'est pour ça que l'idée d'avoir un partenariat avec la Chine, ça veut dire que on laisse la Chine faire l'OPA sur toute la partie asiatique de la Russie. Il y a 20 millions de pauvres, des mouvements sociaux et politiques maintenant
non seulement sur les retraites, mais sur l'environnement, avec notamment le problème des déchets de Moscou. Et on a vu avec les élections justement à Moscou dimanche dernier qu'aujourd'hui, on a quand même une opposition qui commence à avoir un leader, une stratégie, et qui est capable de récupérer la moitié des sièges dans la capitale du pays que Poutine surveille comme le lait sur le feu. Et par ailleurs, il y a une impasse stratégique, c'est ce qu'on disait. C'est très bien de dénoncer l'Occident, c'est très bien d'avoir une politique impériale, mais derrière, il y a le problème économique et social intérieur, et puis il y a l'impasse de l'idée de faire un axe avec la Chine. Parce que l'axe avec la Chine, ça fera pour le coup la fortune de la Chine, mais ça ruinera la Russie. Je rappelle qu'il y a déjà plus de Chinois que de Russes en Sibérie aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'à cause de ça, il y a ce moment franco-russe, des intérêts convergents, des intérêts économiques, si on arrive à sortir des sanctions, des intérêts sur la gestion des crises. On a parlé de l'Ukraine, de l'Iran. Il y a un autre pays qui est quand même très important pour nous, qui est la Libye, sur lequel les Russes peuvent être actifs. Et puis, il y a le problème qu'aujourd'hui, il n'y a plus de garantie de sécurité américaine sur l'Europe, et il y a un vrai vide de sécurité, une situation qui est extrêmement dangereuse, puisque la Russie, mais aussi les États-Unis, sont sortis des traités, notamment le traité FNI sur les armes intermédiaires, et que dans ce vide de sécurité, comme par ailleurs l'Europe est désarmée, les risques sont élevés. Donc, l'environnement est favorable. Il est aussi favorable, et il faut le rappeler, en Ukraine avec l'élection du nouveau président. Il se trouve que donc l'Allemagne n'existe plus. Elle est paralysée par les problèmes de Madame Merkel. Le Royaume-Uni n'existe plus, paralysé par le Brexit. Et donc, il y a une marge aussi dans laquelle s'est engouffré Emmanuel Macron. Alors, les deux grandes difficultés, on les a rappelées. Premièrement, est-ce que Vladimir Poutine veut vraiment faire autre chose que de la politique de puissance? Est-ce qu'il est prêt à arrêter le soutien aux populistes? Première chose. Et deuxièmement, c'est la grande contradiction, effectivement, avec la politique européenne. Et là, je voudrais rappeler, on a évoqué la Pologne, mais c'est beaucoup plus large que les opposants à l'initiative française. C'est quand même l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et tous les Baltes. Et par ailleurs, même s'ils sont plus théoriquement, enfin on n'en sait rien, mais le Royaume-Uni aussi est opposé à cette initiative. Donc ça fait quand même une masse critique qui est pour le moins importante. Nicole Nisetto? Oui, sur l'Allemagne, je ne suis pas sûre. Par exemple, au Conseil de l'Europe en juin, l'Allemagne a soutenu la position française de lever les sanctions et de réintégrer la Russie dans l'Assemblée du Conseil de l'Europe. En revanche, pour les Polonais, les Baltes, les Pays-Bas, effectivement, il y a une très grande réticence. Je voudrais dire un mot justement sur la Pologne. C'est vrai que les Polonais ont toutes les raisons historiques de craindre la Russie et toutes les raisons actuelles de craindre la Russie. Mais enfin, quand même, ils ont été habitués, entre guillemets, par cette politique d'ouverture soudaine à l'égard de la Russie. Déjà, Obama avait tenté un reset et les Polonais avaient été très, très surpris. Et Donald Trump, qui ne le fait pas à cause de ses ennuis judiciaires, mais Donald Trump a toujours dit qu'il était à la fois leader de l'OTAN et grand admirateur de Vladimir Poutine. Donc les Polonais sont déjà un peu habitués à danser sur deux musiques, si je puis dire. Et puis quand même, il faut reconnaître l'ambiguïté profonde du gouvernement polonais aujourd'hui, qui a peur des Russes sur le plan stratégique, mais qui est fasciné par le modèle russe d'organisation de la société, un modèle autoritaire, personnalisé, fondé sur le leader. Et donc les Polonais, oui, ils ne doivent pas aimer l'initiative de Macron, mais enfin quand même, ils ne sont pas non plus de grands démocrates qu'on voudrait nous faire voir. Deuxième point, si je puis, juste sur le débat franco-français. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'initiative d'Emmanuel Macron prend le contre-pied des clivages franco-français sur la Russie. Jusqu'à maintenant, on avait un camp, entre guillemets, pro-russe, qui était celui, d'ailleurs, que les Russes soutenaient électoralement, c'est-à-dire Marine Le Pen, les populistes, et aussi une partie de la droite traditionnelle, François Fillon. Et puis de l'autre côté, vous avez entre guillemets la gauche ou les libéraux qui étaient ancrés sur les principes, les droits de l'homme, contre l'invasion, contre l'annexion de la Crimée, et donc qui défendaient l'idée qu'on ne pouvait pas
tisser des liens de nouveau avec la Russie. Or, Emmanuel Macron prend le contre-pied de ce clivage, puisqu'il ouvre une porte à l'égard de la Russie, et je crois qu'il le fait pour deux raisons. La première, c'est qu'il est en position de force électoralement, et ça vous l'avez dit, peut-être qu'il veut convaincre Poutine que les populistes ne sont pas une bonne carte sur laquelle miser, mais surtout, je crois qu'avoir une politique originale vis-à-vis de la Russie, c'est aussi une façon d'avoir une politique originale à l'égard de la politique officielle des États-Unis. Et pour ce qui concerne la souveraineté européenne, c'est un affichage important. C'est dommage que ce soit un affichage solitaire. Richard Verly. Oui, ce qui est quand même très problématique, c'est qu'Emmanuel Macron démontre, et il ne s'en cache pas d'ailleurs, qu'il n'est pas du tout droit de l'hommisme. Il ne va pas monter au front pour défendre les droits de l'homme en Russie, et ça, c'est quand même un vrai problème. Par ailleurs, on voit à nouveau qu'Emmanuel Macron aime les hommes forts, il aime bien dialoguer avec Trump, il aime bien dialoguer avec Poutine, donc c'est dans ce prisme-là qu'il faut aussi regarder son action diplomatique. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves à la demande générale de moi-même. Je vais l'introduire en recommandant un roman, un premier roman signé par Olivier Dorchamps. Le roman s'intitule « Ce que je suis », ce C-E-U-X. Auguste Comte disait que l'humanité se compose de davantage de morts que de vivants. Je pense que c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous, que nous nous composons aussi des morts, y compris des morts que nous n'avons pas connus, et que nul n'est une île. Et c'est là-dessus qu'Olivier Dorchamps, qui est un franco-britannique, enfin un Français qui vit à Londres, si j'ai bien compris, en ayant pris l'identité d'un franco-marocain, développe un roman qui est le roman de la découverte de ceux à qui nous devons, pour le meilleur et pour le moins bon, d'être nous-mêmes, et en même temps, c'est une sorte de, je dirais, de reconnaissance dans tous les sens du mot reconnaissance. Ce que je suis, c'est aux éditions Finitude. Marc-Olivier Padis. Un mot de musique, parce qu'on a fêté en août l'anniversaire du disque de Miles Davis, Kind of Blue, août 1959. France Musique a fait une série de 4 émissions très intéressantes sur ce disque, le contexte et son héritage, qu'on peut retrouver en podcast. Et j'en ai profité pour ressortir de ma bibliothèque un très bon livre d'un journaliste américain qui s'appelle Ashley Kahn sur l'histoire du disque Kind of Blue, qui a été traduit en français dans une petite maison d'édition qui s'appelle Le Mot et le Reste. Et l'intérêt, c'est qu'au lieu de lire une histoire chronologique du jazz, finalement, ce livre sur un album, qui est peut-être l'album de jazz qui a le plus frappé dans l'histoire, de voir ce qui précède et ce qui suit. Et c'est une très bonne façon, à partir d'un micro-examen, finalement, de sessions d'enregistrement qui étaient très, très courtes, de comprendre toutes les influences, les courants et, de fait, l'histoire du jazz. Nicolas Bavrez. Au risque de surprendre, je voulais recommander la lecture de Thomas Piketty et de son livre sur le capital et l'idéologie. C'est Marx qui disait que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes, et pour Thomas Piketty, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que la lutte de l'idéologie pour faire accepter les inégalités. En fait, on s'aperçoit que les données figurant dans le livre montrent que c'est faux et qu'il y a une baisse spectaculaire de l'inégalité depuis les régimes féodaux. On s'aperçoit aussi que le socialisme participatif, qui est censé dépasser le capitalisme et la propriété privée, reste assez largement dans les limbes, mais l'exploitation des données fiscales et le travail de recherche et de connaissance qu'il y a derrière est par ailleurs très utile. Et puis finalement, il faut lire Piketty, parce qu'on s'aperçoit en lisant Piketty, on comprend encore mieux pourquoi Tocqueville a eu raison contre Marx et pourquoi c'est en fait la liberté politique qui prime sur le problème et les passions pour l'égalité. Nicole Niesotto. Oui, alors la rentrée littéraire, c'est évidemment 750 romans, mais c'est aussi traditionnellement quelques livres de géopolitique qui font le tour du monde et essayent de comprendre le nouvel ordre mondial. Le premier en date, c'est celui publié à La Découverte sous la direction de Bertrand Badi et Dominique Vidal. C'est L'État du monde 2020, intitulé cette année « Fin du leadership américain ». Point d'interrogation. Et c'est vrai qu'à un an des élections présidentielles américaines, ce livre est
très intéressant parce qu'il fait un peu le bilan des forces et des faiblesses de la puissance américaine dans le monde et en particulier de l'acceptabilité aujourd'hui un peu partout ou de moins en moins partout du leadership américain. Et je voudrais surtout insister sur l'introduction de Bertrand Badi. Bertrand Badi est un des grands professeurs de sciences politiques français à Sciences Po, qui est une parole tout à fait différente, tout à fait iconoclaste, qui a d'ailleurs été très critiquée par l'establishment officiel. Mais donc il propose une lecture de l'évolution du leadership américain depuis 1945 qui me paraît vraiment intéressante et qui fait réfléchir. Je ne suis pas sûre que le leadership américain ne soit pas non plus une contrainte pour les États-Unis. Richard Verly. Alors, je voulais moi aussi parler de Thomas Piketty, car je me suis plongé presque toute la semaine dans la lecture de ce très gros livre de plus de 1000 pages. Mais en fait, c'est pour en sortir une perle qui n'est ni statistique ni économique. Et je dois dire que je rends hommage à Thomas Piketty parce qu'il a quelques pages où il parle d'un formidable livre qui est le livre de Pramodia Anantathur, l'écrivain indonésien, qui s'appelle Le Monde des Hommes, et dans lequel cet écrivain raconte comment une femme de très basse extraction en Indonésie, par son mariage, ensuite réussit sur le plan économique et devient une femme de pouvoir importante dans l'Indonésie, alors dominée par les Pays-Bas. Et je trouve formidable qu'un auteur économiste qui fasse 1000 pages sur le sujet des inégalités aille explorer cette référence littéraire. Donc rien que pour ça, ça mérite de lire le Piketty et ça mérite surtout de lire Pramodia Anantathur. Qui est traduite en français. Absolument, qui est traduit en français. La plupart des œuvres d'auteurs sont traduites aux éditions Zulma. Je n'ai pas vérifié si celui-ci l'est, mais en tout cas, ces autres sont à cette maison. Nous le ferons. Je vous remercie. Je vous rappelle que Nicolas Tourneau assure la vitalité de notre site et sa gestion, que Benoît Carré assure la transcription de nos conversations dans un compendium qui a de plus en plus de succès, pour lequel nous recevons des remerciements auxquels nous sommes sensibles. Olivier Magloire a contribué à la préparation de cette émission. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes sont nos producteurs. Thibaut Delage l'a enregistré pour le studio L'Arrière-Boutique. N'oubliez pas, 30 € par mois qui ne vous en coûtent que 10 après la défiscalisation. Le soutien se trouve sur notre site. Cliquez sur Soutenez-nous et retrouvez-nous la semaine prochaine.